Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv pour cette émission exceptionnelle spéciale législative pour le 3e tour. Donc comme d'habitude, en tout cas pour les habitués, désolé pour le retard, un petit peu de retard ce soir. En tout cas, bonjour à la régie, bonjour aux modérateurs, un grand bonjour à tous les métanautes, spécial dédicace évidemment à certains métanautes. Je vous raconterai plus tard dans une autre émission, peut-être dans 2 jours, les anecdotes de campagne. J'en ai beaucoup à vous dire et vous serez étonnés peut-être. En tout cas, ce soir on reçoit Maître Paris. Bonsoir. Bonsoir. Maître Paris. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Alors, Maître Paris, on va se tutoyer, on va pas faire faux semblant, parce qu'après il s'est cramé, hein, les métanautes, de toute façon ça sert à rien de le faire là-dessus. Ils vont dire non mais te pas, arrête ton délire. Donc on va la faire. Il faut maintenir les apparences. Il faut maintenir les apparences, mais ça va être difficile. Personne n'est Moi je suis pour casser les moules, tu vois, je suis un... Ah bah oui, je suis... Moi j'aime pas trop le tutoiement, j'ai beaucoup de mal avec ça. D'accord, on peut la jouer vous voit moi alors, d'accord. Mais non, mais... Mais c'est de l'hypocrisie, c'est très bien. Mais l'hypocrisie est parfois nécessaire, hein. Sans hypocrisie, il y aurait que des guerres. Hein. Ouais, mais un peu de franchise, ça fait pas de mal. Alors, la franchise, mais alors, il n'y a pas d'hypocrisie à... Choisissez, sincérité ou hypocrisie. Vous préférez un ton plus soutenu ou alors une interview libre antenne. Vous avez qu'à vous prononcer. En attendant, je considérerais que c'est un mode libre antenne. Maintenant, si vous me reprenez, je reprendrai un ton d'hypocrite. On peut se tutoyer, mais je vous le promets. Ce sont des familiarités... Parce que moi, je vous vois que les métanautes. Ouais, d'accord. Non, je rigole. Et Jovanovic aussi, pour d'autres raisons, pour ceux qui ont suivi. Mais alors, pour parler un peu sérieusement, toi, t'es candidat... Contre toi. Contre moi, non. Pas dans la même circonscription. Pas dans la même circonscription, arrête. Tu es dans la première circonscription de l'Eure. Oui, donc en Normandie. En Normandie, tu peux citer les villes parce que département de l'Eure en Normandie, 27. Le 27, Haute-Normandie. Le chef-lieu, évidemment, c'est Évreux. Et puis, dans cette circonscription, eh bien, nous avons un certain nombre de villes, de villages. C'est assez grand. Circonscription très campagnarde, je dirais. Et... Bon, eh bien, il y a beaucoup de Parisiens aussi qui ont leur résidence secondaire, mais c'est très éclectique. Hein. Sur cette circonscription, cette première circonscription du département de l'Eure, c'est très éclectique au niveau social. Hein. Il y a vraiment de tout. De tout ? C'est-à-dire, c'est quoi la sociologie un peu ? Voilà. Je pense que c'est assez représentatif de la France. D'accord. Et j'ai d'ailleurs en face de moi un candidat d'envergure nationale. De tout, c'est socio-culturellement, il y a de tout, quoi. À tous les niveaux, que ce soit socialement ou socio-culturellement. Dans ma circonscription, par exemple, il y a des zones difficiles. Et il y a aussi des petites zones de campagne très privilégiées avec de magnifiques demeures. Donc j'estime effectivement que c'est vraiment, en termes mathématiques, on a vraiment un écart type très très important. D'accord. Bon, les métanautes ont tranché, ils ont dit pas d'hypocrisie. Pas d'hypocrisie. Donc on va se tutoyer de manière très hypocrite. Voilà, ils ont tranché. Donc, et toi, tu as en plus un candidat assez célèbre dans ta circonscription. Alors, célèbre, je ne sais pas. Ah mais... quand même, attends, il est ancien ministre, nouveau ministre, député, il était candidat à la primaire de droite, si je ne m'abuse aussi, bien sûr. Mais est-ce qu'on est là pour lui faire de la publicité ? Ah bah non, mais ça fait partie du truc, il faut parler quand même, c'est beau. Moi, j'ai pas besoin des autres pour me donner de l'importance. Oui, mais c'est bien de savoir qui seront tes concurrents en face, les gens veulent savoir. En l'occurrence, d'ailleurs, je dis ça parce que... l'importance pour l'instant, j'en ai aucune. Je dis ça parce qu'en plus, cette élection-là, elle va être plus ou moins quand même assez suivi médiatiquement, dans la mesure où il y a une grosse tête, donc ta circonscription, ils vont venir voir les médias ce qui se passe. Je vais passer complètement inaperçu. Ah bah fais un gros coup d'éclat le jour où ils sont là. C'est une première étape, c'est un apprentissage. Bon, de toute façon, il s'agit d'engager ce qui aurait dû être fait depuis 10 ans. Ouais. Personnellement, j'ai été retardé dans ma carrière d'avocat et dans ma vie personnelle. Par conséquent, j'ai été retardé aussi par rapport à l'engagement politique que je voulais amorcer. Si j'avais amorcé cet engagement politique en temps utile, je vais avouer ici que j'aurais pu me retrouver tout à fait derrière quelqu'un comme M. Macron, sauf que je n'apprécie pas du tout la manière, le cheminement par lequel il a été élu, mais ça c'est une autre affaire sur laquelle j'ai pris position. Mais son programme, t'es assez d'accord ? Non, mais c'est quelqu'un chez qui j'aurais pu me retrouver.
Je le dis honnêtement. Maintenant, désormais, je le considère comme un adversaire parce que je n'apprécie pas du tout, qu'il y soit pour quelque chose ou pas, je n'apprécie pas du tout la manière dont cette élection présidentielle s'est déroulée. Donc à partir de là, j'ai une position très ferme. Alors justement, sur l'élection présidentielle, c'est bien parce qu'on avait beaucoup l'occasion d'échanger pendant l'élection. Oui. Et il y a le cas Fillon, toi que tu as étudié un peu aussi de très près. Alors j'aimerais bien qu'on l'évoque quand même parce que c'est pas rien dans cette élection. Fillon, voilà, pour rappeler un peu les faits, vous qui nous suivez, mais bon, vous êtes au courant, c'était quelqu'un qui avait une grosse cote dans les sondages, qui était plutôt crédité de beaucoup d'intentions de vote, en tout cas qui partait avec une bonne cote quand même. Et puis, d'un coup, je veux dire, en pleine campagne, on nous a sorti, alors, scandale sur scandale sur scandale dans la presse. Et scandale, évidemment, juridique, puisqu'il y a bien eu quand même des enquêtes qui ont été ouvertes, on en parlera. Et là, tout d'un coup, on sait que ça lui a coûté l'élection, que voilà, les quelques voix qui lui ont manqué dans ce second tour, c'était clairement, elles ont été prises avec cette campagne contre lui. Alors, campagne qui a scandalisé les gens, parce qu'il faut bien le dire, les pratiques des hommes politiques, de nos élus, je rappelle, je fais référence à l'émission avec Philippe Pasco qu'on a fait ici, qui a écrit un bouquin là-dessus, c'est quand même assez scandaleux. Tu embauches ta femme, tu embauches tes enfants, ils sont payés, on sait très bien des salaires que même ceux qui vont travailler 10 heures par jour ne vont pas toucher pour ne rien faire. Et voilà, c'est quand même... on ne peut plus continuer comme ça. Je veux dire, même Fillon, le bonhomme, je comprends hein, qu'il y ait eu une espèce de haro politico-médiatique sur lui, et même judiciaire, mais... Au-delà de ça, les pratiques des hommes politiques, c'est plus possible, quoi. On peut plus. Là, on voit que c'est Richard Ferrand aujourd'hui qui est pris dans la tourmente. Il y a eu, voilà, tu me parlais de Bruno Le Maire aussi, qui a des petits soucis. Et puis il y en a plein d'autres en plus, qui sont dans la tourmente. Mais alors, sur le cas Fillon, toi, qu'est-ce que tu peux me dire? Voilà, je sais que tu as une opinion là-dessus, puisque tu as travaillé le sujet. Est-ce que déjà on peut estimer que judiciairement, c'était légitime, en tout cas, ce qui lui est tombé dessus, ou est-ce qu'il y a un abus? Excusez-moi, je vais avoir des propos très circonscrits. Ah ben, c'est pas de l'habitude de Beta TV, là. Ils vont pas aimer. Ils vont pas aimer, mais... Bon, alors, François Fillon, d'abord, que je salue. Et puis, je rends hommage à l'homme, parce qu'il faut déjà un minimum d'empathie. Il faut se mettre à sa place. Je pense que ce qu'il a subi humainement aurait pu tourner de manière tragique. Donc déjà, première réserve. Ouais. Première réserve, parce que quoi qu'ait fait cet homme-là, est-ce qu'il fallait déclencher contre lui une situation médiatique que lui-même a qualifiée de cruelle, mais je trouve ça très très en deçà de la réalité à laquelle il a été confronté. Donc, voilà, je tenais humainement à exprimer ici mon empathie pour l'être humain. Ensuite, sur le contexte de l'affaire qui est très important, parce qu'avant d'en venir au détail de la question que tu poses, il y a le contexte de cette affaire. Bon. Monsieur François Fillon était candidat à l'élection présidentielle. Il avait été désigné au terme des primaires Les Républicains, donc c'était le candidat de la droite traditionnelle dans ce pays, modéré. Il était favori, pourquoi? Parce que dans les circonstances du quinquennat et des attentats, tels que les choses se présentaient, eh bien, effectivement, l'alternance était voulue, de fait. Monsieur Fillon avait été désigné avec un programme que je jugeais contraire à mes idées. Mais, si tu veux, si vous voulez, spectateur, en tant qu'observateur, il n'y a qu'une seule chose pour moi dans ce dossier, c'est la date. Voilà. Comment, en 48 heures, et je l'ai expliqué d'ailleurs dans une vidéo qui circule sur Internet, comment... En 24 heures, 48 heures, l'élection présidentielle, le destin de la France bascule. C'est une question de date. Pourquoi?
Parce que le canard enchaîné provoque des révélations qui elles-mêmes provoquent une mobilisation de la justice. Très vite. C'est rare de voir la justice d'ailleurs agir comme ça quand même. Même certaines personnes que l'on peut qualifier de gens de justice ont pris position effectivement pour annoncer des réserves, pour considérer que c'était très rapide, pour pointer du doigt certaines anomalies par rapport à du secret professionnel qui avait permis ensuite de diffuser des informations au préjudice de M. Fillon, mais surtout au préjudice de la campagne Les Républicains. Parce que la cible dans ce processus, ce n'était pas seulement M. Fillon, même si je tenais ici à saluer sa résistance par rapport à ce qu'il a dû subir. Donc la cible, c'était la droite traditionnelle, qui devait normalement venir à l'alternance. Bon. Alors, ensuite, par rapport à cette cible, pourquoi je dis que ce n'est qu'une question de date? C'est parce que le scandale, l'annonce des informations et le processus judiciaire, tout cela arrive d'un seul coup comme un éclair, et exactement trop tard pour que, à la fois, M. Fillon et le parti Les Républicains puissent se reconstituer et rétablir leur crédit de sympathie, leur crédibilité. Voilà, donc ça arrive trop tard pour ça. Ils n'ont plus le temps. Mais en même temps, eh bien, ça n'arrive pas trop tôt. Vous voyez ? Ben, ça arrive au début de la campagne. C'est-à-dire que c'est exactement le temps, l'instant en lui-même démontre l'effet qui voulait être produit avec ce qu'on pourrait ici soupçonner comme une forme de malveillance. En tout cas. Alors, donc pour moi, l'affaire se résume à ça. Oui. Si l'affaire était sortie avant, en laissant du temps, ou bien alors plus tard, c'est-à-dire trop tard pour bouleverser le schéma de l'élection, eh bien, bon, je n'aurais pas été si réservé, mais là, je suis très, très réservé, et j'ai pris position contre ce processus en portant secours, en prenant position publique en faveur de la victime ici, M. Fillon et son parti, alors que ce sont mes adversaires. Mais je considère qu'en tant que démocrate, et puis en tant qu'avocat, donc en tant que citoyen démocrate et avocat, il allait de mon devoir ici de faire ce qu'une personne telle que celle que je prétends être doit faire dans une telle situation. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu une anomalie dans le jeu démocratique, et mon rôle, c'est de défendre même mon adversaire. D'accord. Alors voilà. Juridiquement, où est-ce que ça pêche? Hormis le fait que, évidemment, il y a eu presque précipitation de la justice, puisqu'il y a eu l'article, le lendemain, ils ouvrent une ouverture d'enquête. Juridiquement, le lendemain. Juridiquement, ça pêche parce que il y a ici une difficulté, celle de savoir à quel moment les informations ont été connues de ceux qui les ont révélées. Je répète la question peut-être. La question essentielle, c'est de savoir à quel moment le canard enchaîné a eu les informations, mais surtout à quel moment ceux qui ont donné les informations au canard enchaîné les ont eues. Parce que si dans l'enquête qui va être faite, parce que cette affaire va prendre de l'importance, de plus en plus, pour l'instant, on est encore en état de choc. Mais au fil des contestations sociales et des difficultés que vont rencontrer les gens qui ont pris le pouvoir, cette affaire va ressortir. Et elle va ressortir comme une nappe de pétrole. Et elle va finir par couvrir tout le dessus de la surface, vous voyez ce que je veux dire, quoi, du problème. Pourquoi ? Parce que parmi les règles électorales, eh bien, il n'est pas permis de frauder. Il n'est pas permis de mettre en difficulté un candidat par rapport à des informations qui seraient vraies et fausses, ou bien vraies et fausses, enfin, un tissu d'informations parmi lesquelles il y en a de fausses, et qui sont de nature à fausser ou à déterminer un changement dans les intentions de vote. Dans les intentions de vote, mais ce qu'elle veut dire... Et toute la subtilité est là. Et d'ailleurs, M. Fillon l'a très bien compris, puisqu'il a porté plainte
sur un fondement qui a surpris les journalistes du Canard enchaîné, il a décidé de porter plainte, et il y a une enquête préliminaire qui est ouverte à ce sujet, de porter plainte par rapport justement à la diffusion d'informations fausses en un moment de la campagne où lui ne peut plus réagir utilement. Alors là, la question qui se pose, évidemment, après ce qu'on vient de dire, c'est qui on peut... Mais si je le savais, je serais déjà mort. Non, mais c'est la question. Non, mais sincèrement, alors je vais la poser autrement, pour pas avoir de problème. Moi aussi, il ne faut pas que j'ai de problème, surtout pas en ce moment. Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce que l'on peut émettre l'hypothèse que pour qu'on puisse obtenir ce genre d'informations, il faut être du sérail, du moins de la machine, et donc ce seraient des informations qui auraient été données au Canard enchaîné par des gens du plus haut niveau. Voilà, sans citer personne. Mais c'est ce que ça passe pas au niveau. Monsieur Fillon s'est expliqué, hein, si vous faites des recherches sur Internet. Lui, il accuse Hollande, on va être clair, c'est pas moi. Pendant la campagne, il a parlé d'un cabinet noir. Alors, il a parlé d'un cabinet noir. Ouais, et il a parlé que Hollande en était le chef. C'est pas moi qui le dis, c'est François Fillon. Bon, il a évoqué aussi dans certains articles, selon certains articles, il a évoqué comme source d'information, puisque tu décides de poser la question qui, alors que moi, j'appuyais sur l'instant, le temps, le moment de l'action, qui pour moi est significatif. Le reste m'importe peu. Qui est important, je pense. Alors après, on découvrira qui, certainement. La question se pose de savoir comment des fuites ont pu se produire au niveau de Bercy. Bien sûr. Voilà. Autre chose, attends. Il faut quand même le préciser. Mais la question se pose. Après, la réponse n'est pas là pour prouver ou pour décider d'y répondre. T'es quand même pas étonné qu'il y ait des procès-verbaux qui soient établis. Fillon, quand il est reçu en audition, même pas 48 heures après, on retrouve tout dans la presse, tous les extraits des procès d'audition. C'est ce que maître Éric Dupond-Moretti a pointé du doigt. Mais il a eu raison là-dessus. Je ne suis pas spécialement pote avec lui, moi, mais là-dessus, il a eu raison. Je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est ce que je vous dis à tous, hein, spectateurs. Quand vous avez un adversaire qui a raison, c'est quand même tout à votre honneur de reconnaître que la personne a raison. Bien sûr. Moi, je le fais tout le temps. Éric Dupond-Moretti n'est pas mon adversaire. Mais quand bien même ce ne serait pas, comme tu dis, ton copain, quand il a raison, c'est quand même une force d'être capable de dire que quelqu'un qu'on ne porte pas en sympathie a raison. Tout à fait. Bon, moi j'estime que c'est une force. Et voilà. Là, concernant le cas, clairement, parce que c'est pas normal que toutes ces pièces-là atterrissent dans la presse, même pas 48 heures après, et Fillon, il est incapable. Mais il y a d'autres personnalités intéressantes qui se sont exprimées là-dessus. Si vous voulez regarder, vous pouvez consulter l'excellent blog de Philippe Bilger, l'ancien procureur général. Ah ouais, qu'est-ce qu'il dit ? Vas-y. Eh bien, il a pris position pour faire des remarques très intéressantes. Voilà, faites preuve de curiosité. Il faut regarder ce que ces gens-là ont dit. Il s'est étonné aussi, il a pris la parole. Bon. Moi, je lui ai écrit, il ne m'a pas apporté de réponse sur mes courriers, parce que de toute façon, il est bien évident que par rapport à ce que je dénonçais, je dirais que ces gens-là n'ont eu que le retour de bâton. En octobre 2016, j'ai saisi tous les parlementaires de ce pays, dont François Fillon, d'une demande de commission parlementaire sur l'affaire dont je traitais fin 2015. Je les ai saisis de cette demande dans des termes relativement précis, en tout cas documentés, qui laissent soupçonner que j'aurais fait l'objet d'un processus très très suspect. Bon, ces gens-là ne m'ont même pas répondu. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'étais observateur attentif et intéressé à l'affaire Fillon, c'est parce que j'ai identifié dans cette affaire les mêmes méthodes que dans la mienne. Je devais intervenir devant le Conseil constitutionnel dans une affaire, je le rappelle ici, qui concerne les délits de presse et qui concerne plus spécifiquement l'interdiction de tenir des propos publics ou bien diffusés sur divers médias à propos des crimes jugés sur la Seconde Guerre mondiale comme crimes contre l'humanité. Alors, problématique résumée par l'expression loi Guesso. Très bien. J'intervenais là-dessus. Et comme par hasard, parce que quand même, les hasards ici sont formidables,
c'est pour ça que j'insiste sur la méthode de la date. L'affaire Fillon, elle sort idéalement, à l'instant où il fallait la sortir, trop tard pour qu'il puisse s'en défendre, et puis exactement au bon moment pour que ça pollue toute la campagne. Voilà. Ni trop tôt, ni trop tard, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Eh bien, lorsque je devais intervenir devant le Conseil constitutionnel, on fait faire des faux témoignages, pour diverses raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être, mais on fait faire des faux témoignages à une greffière en chef, à mon ancienne avocate. Oui, non, oui, mais bon, ça c'est très important de le dire. Expliqué tout je l'ai déjà expliqué, mais je le réexplique. On fait faire des faux témoignages à ces gens-là, mais surtout, on met en action ce processus une semaine avant que j'intervienne au Conseil constitutionnel. Donc, la date a été calculée idéalement pour que je me retrouve en garde à vue et que je ne puisse pas être opérationnel. Mais alors, qu'est-ce que je dois en tirer comme conclusion? Eh bien, que ce sont les mêmes méthodes. Oui, mais voilà, c'est les mêmes méthodes. Ce sont les mêmes méthodes. Après, c'est peut-être une coïncidence. Le cabinet noir qui agit sur Fillon, c'est pas le même que sur toi. Ça doit être autre chose, non? Mais est-ce qu'il y a vraiment un cabinet noir? Ça, c'est M. François Fillon qui a cru ça. Bah, quand il parle de cabinet noir... Il n'est pas revenu là-dessus. Sincèrement... Moi, je vais vous citer... Alors, là, on touche au problème de la justice. Je vais vous citer un article que j'ai amené aujourd'hui. Voilà. Puisqu'on parle de l'affaire Fillon, parlons-en de manière documentée. Ouais. Alors, pourquoi est-il si difficile de moraliser la vie publique française? Et nous avons en photo, hein, si c'est possible de le montrer, cet article. C'est François Fillon. Voilà, c'est François Fillon. Et nous avons Eva Joly qui prend la parole ici, pour nous dire quoi? Pour nous parler un petit peu de tout ça. Voilà, Eva Joly en photo ici. Et qu'est-ce qu'elle dit? En gros, elle nous dit... Mais attends, on va lire la phrase, c'est une phrase qui... Oui, on peut la lire. On peut la lire, comme ça on va comprendre encore mieux. Alors, ce sont moins les textes eux-mêmes que l'application de ces textes qui posent problème. En d'autres termes, elle sous-entend que la loi de moralisation, c'est un texte de plus, et ça ne servira à rien. Oui, parce que les textes... Qu'est-ce qu'elle ajoute? Elle dit, l'arsenal législatif est là. Il est là, évidemment. On fait une loi de moralisation, pourquoi? Parce qu'on a observé que certains textes répressifs sont violés par des politiciens. Donc, la loi pénale est violée par des politiciens, les infractions prévues par la loi, les infractions déjà prévues par la loi, sont violées par les politiciens. Donc, il semblerait que ça pose un problème de morale, puisqu'on se demande comment que des gens qui prétendent vouloir servir l'intérêt commun se rendent coupables de telles fautes. C'est ce qu'elle observe ici. En sous-entendu, ce qu'elle veut faire entendre, c'est que les textes existent, mais qu'ils sont violés. Et qu'ils sont impunément violés. Pourquoi? Eh bien, elle en donne la raison. Donc, l'arsenal législatif est là, mais il y a une énorme faille. Le cœur du problème, c'est l'absence d'indépendance du parquet. Voilà. Bon, alors, explique ce que c'est que le parquet, pour bien qu'on comprenne. Parce que tout le monde ne comprend pas. Tu vois, dans la justice, vous avez les tribunaux. Les tribunaux, ce sont finalement des petits théâtres dans lesquels vous allez être jugé, parfois condamné, parfois réparé. Hein. Si c'est du pénal, vous pouvez être condamné, vous pouvez porter plainte contre quelqu'un, être indemnisé. Ou bien alors, dans des affaires civiles, vous pouvez avoir des problèmes commerciaux, des problèmes sur une maison par rapport à de la construction. Donc bref, les tribunaux, vous avez aussi des problèmes avec l'administration, dans le tribunal administratif. Tout ça dans un langage très simplifié. Voilà. Et dans le registre pénal, vous avez le réseau des parquets et des parquets généraux. C'est-à-dire le parquet, c'est au premier degré, et le parquet général, c'est au-dessus. Quand vous faites appel, quand appel est interjeté de la décision pénale. Sauf qu'en plus, la grande difficulté, c'est que la victime ne peut pas interjeter appel sur l'action publique, c'est-à-dire sur l'aspect pénal de l'affaire. Alors ça, c'est une anomalie. Mais bon, bref. Donc, tout le maillage des parquets et des parquets généraux bénéficie d'un dispositif qui s'appelle l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que même s'il y a une infraction, même si le parquet en est informé, eh bien, il peut décider de classer sans suite. Exactement. Bon, eh bien, c'est ce que dit Eva Joly ici. C'est que le problème, il y a un tas de façons de bloquer une affaire. Et c'est ce qu'elle explique dans cet article. Hein. Voilà, elle le dit. Ouais. Elle le dit. Résultat, un magistrat qui fait preuve de mansuétude à l'égard du pouvoir peut retarder des procédures. Et ça dure 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Il y a 1000 façons
de faire qu'un élu ne soit pas condamné. Bon ben voilà, donc la loi de moralisation, c'est un leurre. Un leurre, L-E-U-2-R-E. C'est un leurre, c'est un écran de fumée pour noyer le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? C'est que M. Fillon, il a été accusé de choses qui sont peut-être réelles, mais moi, je vais vous dire autre chose. C'est qu'au-delà du problème de la date, c'est bizarre que ça tombe sur lui, spécialement. Alors que j'ai un article qui date de 2013 et qui concerne Monsieur Bruno Le Maire. Alors là, je vais faire très attention de ne pas produire de diffamation, parce que sinon, je ne vous dis pas, je vais me retrouver avec une montagne de problèmes. Bruno Le Maire. Alors voilà l'article. Alors c'est un article de trendcorner.com. Vers un nouveau scandale d'emploi fictif pour sa femme. Point d'interrogation. Et là, on apprend que depuis quelques jours, un article de Mediapart paru en 2013 ressurgit à la faveur de la nomination de Bruno Le Maire à Bercy. Dans cet article, le site s'interrogeait sur un possible emploi fictif de Pauline Le Maire. Et dans l'article, on apprend que la compagne de M. Bruno Le Maire a été, selon l'article, je parle sous toute réserve, c'est peut-être faux après tout, l'emploi de Pauline Le Maire était rémunéré entre 2700 et 4600 euros. 2700 et 4600 euros net. Selon les mois assurés Mediapart, document à l'appui. Mince. Seulement, les contrats signés par son mari ou Guy Lefranc, suppléant de celui-ci à l'Assemblée, n'ont jamais été évoqués en public. Un membre de l'équipe de Guy Lefranc confiait même n'avoir jamais eu vent d'un tel contrat. Enfin, ni Bruno Le Maire ni Guy Lefranc ne semblaient en mesure de justifier d'un travail réel de Pauline Le Maire, qui par ailleurs est artiste peintre et selon l'article, mère de 4 enfants. Très bien, bon, et ça se passe entre 2007 et 2013. Comment se fait-il qu'on parle de M. François Fillon au moment pile où il fallait en parler pour le priver de sa victoire annoncée? Et comment se fait-il que ce monsieur qui se retrouve au gouvernement, eh bien, on n'en parle pas? Certainement que c'est faux. Certainement que c'est faux. Ou alors peut-être que le parquet, effectivement, comme le dénonçait Vajoli, a fait preuve d'une forme de mobilisation à géométrie variable. Vous voyez, c'est pour ça. Là, je vais vous faire une plaisanterie. Je n'ai pas amené cette photo-là pour ça. Mais c'est très drôle, vous voyez. En France, on a été les précurseurs de l'aile Delta, c'est-à-dire le Mirage. Alors ça, c'est le Kfir. Ce sont les Israéliens qui avaient amélioré la version du Mirage 3. Et donc, c'est l'aile Delta. Et les Américains nous ont enfumés avec l'aile à géométrie variable, qui a été abandonnée depuis. Là, c'est ça. C'est un peu ça. Moi, je voudrais une aile Delta pour la justice. Voilà. Je voudrais une aile Delta. Un truc bien solide, stable. La même chose pour tout le monde. Mais on a une aile à géométrie variable. Oui, c'est-à-dire, quand c'est Fillon, hop, on élargit. Puis alors, quand c'est d'autres, c'est bizarre. C'est un petit peu étriqué. Alors, c'est étrange. Que tous les deux, on se présente dans des élections. C'est quoi ta proposition pour la justice? Explique-nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution pour pallier à ce problème? Parce que c'est pas un problème simple. La solution, c'est très simple. Vas-y. Il faut nommer ministre de la Justice et garde des Sceaux François d'Anglehan et Wilfried Paris. Ça, c'est la réponse pour faire rire. Alors là, d'accord. Ça, c'est la réponse pour faire rire. Parce que ce sont des sujets sérieux, donc ça ne fait pas de mal. Maintenant, en dehors de toute mégalomanie et de toute plaisanterie, mais ceci dit, il pourrait nous consulter parce qu'on connaît bien le problème. Non, mais nous sommes tout à fait qualifiés. Ceci dit, je pourrais très bien faire le taf et François aussi. Mais ce n'est pas le problème, ça n'arrivera pas, en tout cas pas tout de suite. Non, les propositions, elles ont été évoquées par François, elles peuvent l'être par d'autres. J'ai vu par exemple que Dieudonné réclame des caméras dans les salles d'audience. Moi aussi, je le réclame. C'est une idée qui lui est certainement venue par François d'Anglehan. Parce que, voilà, c'est une idée que moi-même j'avais. Je pense qu'en plus... Mais c'est possible technologiquement, ça. Non, mais c'est même préconisé. Je veux dire, aujourd'hui, on pourra avoir des tribunaux équipés d'un site internet, de caméras partout qui soient disponibles. Là, si vous voulez, il faut faire preuve de modernité. Et moi, je suis un homme moderne. Je suis un homme à la fois traditionnel et moderne. C'est-à-dire que la justice doit être rendue. Elle doit être rendue selon des canons classiques. Et là, je m'inscris dans une tradition. C'est pour ça que je réclame l'aile Delta, c'est pour ça que je ne veux pas de géométrie variable, je veux l'égalité, enfin, l'égalité au sens pareil pour tout le monde. Voilà. Et puis le respect de la légalité au sens du respect de la loi. Ça va ensemble. Mais après, dans sa modernité, effectivement, on pourrait non seulement introduire des caméras pour qu'il y ait du direct,
mais on pourrait en plus mettre à la disposition en mémoire, comme sur ta chaîne, des audiences. Bien sûr. Ça À la demande, alors ça serait sous condition, parce qu'on ne peut pas mettre en mémoire toutes les audiences comme ça en accès libre, mais on pourrait éventuellement avoir des procédures au terme desquelles les avocats réclament et obtiennent, pour des motifs précis qui seraient à définir par une loi, que telle audience reste dans les annales, et puis là, peut-être qu'on prévoirait un droit à l'oubli, donc l'audience resterait en mémoire au tribunal, je sais pas, moi, ça pourrait être 1 an, ça pourrait être 10 ans, ça c'est à voir. Justement, nous portons candidat aux élections législatives, il faut rappeler aux gens que le député, c'est quelqu'un qui doit penser les lois, qui travaille sur des propositions de loi qu'il va soumettre, ou bien qui travaille sur des projets de loi qui ont été décidés par le gouvernement. Donc, si vous voulez, la matière première du député et la matière première du poste de la fonction publique à laquelle nous osons prétendre, c'est celle de réfléchir et de voter à propos des lois. Premier point. Et puis l'autre aspect, c'est de contrôler l'équilibre des pouvoirs, de contrôler l'action du gouvernement. Et pourquoi pas de prendre position lorsqu'il y a des dérives au niveau de la justice, comme on l'a vu dans l'affaire Doutreau. Et c'est ce que je réclamais. Oui, mais comment ouverture de commission d'enquête parlementaire lorsque la justice dérive. D'accord, mais comment on fait pour rompre le cordon ombilical, justement, entre le parquet et le ministère de la Justice? Alors ça, c'est l'autre aspect. Donc nous avions ici la modernité qui permet une mémoire et un accès, une forme de pression populaire et d'alerte populaire par rapport à des affaires qui se dérouleraient anormalement. Ça, c'est en aval. Et en amont, il faut organiser les choses pour que le parquet soit indépendant et pour que le parquet fasse son travail de manière plus égale. Je ne vais pas dire plus égalitaire, mais au moins plus égale, c'est-à-dire avec les mêmes moyens à chaque niveau et dans toutes les zones de la République. Donc, pour arriver à cela, eh bien, il y a une réflexion à mener. Et parmi les idées à envisager, pourquoi pas introduire une forme de mixité par rapport à la désignation des parquetiers. C'est-à-dire que ça pourrait être un processus de nomination de certains candidats, mais qui serait soumis au vote du peuple. C'est-à-dire qu'il y aurait une validation. Peut-être, ça peut être une formule un petit peu à l'américaine. À l'américaine. Pourquoi pas aussi... c'est une piste. Pourquoi pas aussi... Alors moi, ce que je propose, c'est de faire rentrer les jurés dans les tribunaux correctionnels, en particulier pour les délits de presse. Bah, au moins que ce soit... Parce qu'en matière de diffamation, pourquoi c'est justement ces juges-là qui vont pourrir la vie? Parce qu'en matière... Et l'autre aspect, avant d'aller dans le détail sur le délit de presse, parce que ça, après, ça fait partie des poupées russes, mais là, on était sur la grosse poupée. L'autre aspect qui est d'importante envergure, au-delà de la manière dont les parquetiers sont nommés, c'est-à-dire procureurs généraux, au-delà de la manière dont ils sont nommés et qui devraient être vraiment sous le contrôle du peuple et inscrites dans un processus très autonome qui leur garantisse une parfaite et une absolue indépendance par rapport au gouvernement ou par rapport à tout autre pouvoir, puisqu'il s'agit de décider de mettre en cause pénalement des personnes, eh bien, l'autre aspect qui permettrait un peu d'améliorer les choses, c'est sur, justement, indépendamment de cet aspect organique et d'organisation de la justice, il y a un aspect d'action, de procédure. Ouais. Et là, il faudrait que toute plainte pénale déposée par un citoyen, par l'intermédiaire d'un avocat, qui a donc posé le sceau de sa signature pour dire cette plainte, elle tient la route, puisque moi, en tant qu'avocat, je décide de la faire aboutir sur le bureau d'un parquetier. Eh bien, cette plainte-là ne devrait pas pouvoir être classée sans suite sous certaines conditions. Et il faudrait en plus assortir de ce nouveau régime qui obligerait les parquetiers à ouvrir au moins une enquête préliminaire lorsqu'ils sont saisis dans ces conditions, il faudrait y associer une procédure pénale d'urgence à l'initiative de la victime. Parce que, je reviens à mon cas, mais je pourrais parler d'autres personnes, il y a un tas de gens qui sont victimes d'infractions pénales, et quand les infractions pénales dont les personnes sont victimes sont très importantes et mettent en cause des gens influents, eh bien, on bloque la plainte pénale. Par exemple, pour moi,
je suis victime de harcèlement moral, j'en parle, eh bien, on n'en tient pas compte, et un mois plus tard, on vient m'accuser de trucs faux. Pourquoi ? Parce qu'en matière pénale, les mafieux ou les voyous vous diront c'est le premier qui tape qui a raison. Mais ça, c'est pas toujours vrai. Hein. Attention, parce que des fois, on a des preuves auxquelles les adversaires ne s'attendent pas. Le problème, c'est ça. C'est que la victime qui dénonce une infraction pénale, eh bien, pas entendu, pas vu, et puis ce sont les trois singes. Et bien on pourrait aussi penser que par exemple... Il faut une procédure d'urgence dans ces cas-là pour saisir un magistrat du siège. Exactement. Un magistrat du siège qui va statuer. Est-ce que oui ou non le parquet aurait dû ouvrir une enquête ? Et là, on sanctionne, il faut une sanction. Est-ce que dans ce processus-là, où justement, quand le parquet comme ça rejette une plainte, on peut imaginer une procédure de recours où... Non, mais actuellement, ça se passe devant le Conseil supérieur de la magistrature. J'ai pas fini. Oui, mais avec le mur des cons, etc. Moi, je te parle d'un truc où, justement, le parquet rejette une plainte, et à ce moment-là, il y a un droit qui est donné à la défense de pouvoir demander une audience d'urgence dans laquelle on fait siéger le parquet, un juge et des jurés, alors un conseil de jurés restreint. C'est ce qu'il faudrait. Et dans cette audience-là, il se décide, est-ce qu'on poursuit ou pas ? C'est-à-dire que là, concrètement, moi je suis candidat à l'élection. Comme ça, le juge, le parquet n'a plus le pouvoir tout puissant justement de pouvoir placer. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple qui est hard, qui est méchant. Il est méchant l'exemple que je vais prendre. Je prends l'exemple de Bruno Le Maire. Moi, je suis candidat aux élections législatives. J'ai pas d'éléments, mais on peut imaginer que si une telle procédure existait, étant donné qu'il y a des informations qui circulent et qui posent la question de savoir si Bruno Le Maire, oui ou non, est dans la même position ou dans une position cousine de M. François Fillon, puisque cette question-là est posée dans la presse, on pourrait imaginer que si une procédure d'urgence existait, eh bien quelqu'un, pas forcément moi, mais quelqu'un qui aurait intérêt à le faire, dirait moi je veux que sur cette affaire il y ait une enquête. Oui. Et je porte plainte, et si vous n'ouvrez pas une enquête, eh bien je saisis le juge qui va effectivement vous sanctionner si vous n'avez pas ouvert une enquête alors que les conditions étaient réunies. Voilà, mais ça c'est une réforme dont ils ne veulent pas. Ils n'en veulent pas. Mais parce qu'il faut qu'elle soit portée et qui ça, il justement, on se demande. Ouais. On se demande qui ne veut pas de cette réforme. Peut-être les mêmes qui avaient intérêt à voter une loi de moralisation pour ne pas parler de ce qui fâche. C'est-à-dire que le cas Fillon, on peut peut-être le multiplier par X. Hein. Alors avec cet écran de fumée de loi de moralisation, on fait deux choses. On fait une diversion et on fait croire qu'avant cette loi, on ne pouvait pas agir. Mais en réalité, les textes existent. Eva Joly le dit. Donc voilà la manœuvre. Et puis en plus, ce qui est on est en phase de manœuvrier. Ce qui est formidable, c'est qu'en fait, en plus, on se trompe de problème parce que la loi de moralisation ne va pas régler les problèmes, alors que le cœur du problème, il réside dans la rénovation du système judiciaire. Ah non, mais c'est clair. Non, mais le problème en France, c'est la justice. Parce que si vous voulez, dès lors que vous parlez de corruption, moi, je vous conseille une belle trilogie. Elle est signée Francis Ford Coppola. Le Parrain. Et dans l'opus 2, c'est clair et net. C'est clair et net. Une mafia et un système de corruption pour fonctionner correctement doit tenir les juges. C'est clair et net. C'est une vérité cinématographique. Voilà. Et je m'énerve pour le dire. Je m'énerve pour le dire parce que tout le problème est là. Dans ce pays, tout le problème est là. Et je le dis avec force. Voilà. Bien sûr. Parce que maintenant, ça suffit. Tout le problème est là. Et François Danglean avait présenté une QPC contre le système des tribunaux de commerce, par exemple. Elle n'a pas abouti. Il avait présenté une QPC, c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité, je le rappelle pour les téléspectateurs qui ne seraient pas au courant. La question prioritaire de constitutionnalité, c'est une procédure qui permet aux citoyens, avec un avocat ou même sans avocat parfois, de renvoyer une loi qui leur pose difficulté devant le Conseil constitutionnel pour contester cette loi. En gros, voilà, pour dire simple. Donc, François Danglean, par ce processus, avait remis en cause les tribunaux de commerce. Ça a échoué, alors que c'est tout un système très discutable. Quelqu'un comme M. Arnaud Montebourg, par exemple, avait travaillé contre ça. J'avais même lu beaucoup d'articles dans la presse sur ça. Et il craignait que si François Danglean gagnait, c'était la fin des tribunaux de commerce en France. Mais de toute façon, les tribunaux de commerce, moi, en tant qu'avocat, j'essaie de n'y mettre jamais les pieds. Voilà, parce que c'est un univers auquel je suis complètement allergique. Bon, et vous avez le problème qui avait été posé par François Danglean, celui de la victime, qui ne peut pas faire appel, qui ne peut pas interjeter appel quand il y a une relaxe en matière correctionnelle. C'est-à-dire au pénal, dans les infractions les plus courantes, vous avez porté plainte contre quelqu'un, la procédure, elle aboutit. Elle aboutit à quoi ? À une audience.
Et là, au terme de cette audience, la personne que vous accusez est relaxée, alors que vous estimez qu'elle est coupable. Eh bien, vous n'avez pas le pouvoir de demander à ce que cette personne soit jugée au pénal une seconde fois. François Danglehan avait milité pour que ce soit modifié, parce que ce n'était pas un traitement égal entre le parquet qui, lui, peut faire appel, le parquet général également, alors que la partie civile ne pouvait pas le faire. Et bien ça non plus, ça n'a pas été accepté. Et moi-même, j'avais fait la même QPC devant la cour d'appel d'Aix, et ça n'avait même pas été renvoyé devant le Conseil constitutionnel, ce qui montre à quel point ces gens-là résistent, puisque la QPC à laquelle je travaillais, par la suite, elle a bel et bien été renvoyée devant le Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire qu'il y avait certains magistrats du siège qui ne voulaient pas transmettre le problème au Conseil constitutionnel, alors que d'autres l'acceptaient comme tel et comme un problème. Donc déjà, il y a divergence parmi les magistrats. Oui, je comprends. Alors juste là, parce que là, ouais. Leur avance, alors avant la première pause. Mais c'est très important. Non, quand on est candidat à une fonction politique aujourd'hui, si on n'a pas compris que tous les problèmes de la France viennent d'un système de justice très discutable, eh bien, c'est une personne ah non, mais j'ai jamais dit que c'était pas important. Qui ne mérite pas qu'on vote pour elle. Voilà, c'est clair et net. Je voulais aller plus loin, justement, dans ce qu'on est en train de dire, en te posant la question, est-ce que, justement, d'un point de vue philosophique, on n'a pas besoin que les citoyens soient, on le sait, mais ça, c'est un peu pompeusement, on nous dit on rend la loi au nom du peuple, bon, ça me fait un peu doucement rigoler, est-ce que, justement, la loi ne doit pas être directement écrite par le peuple? Dans la mesure où si nous, on écrivait le droit serait beaucoup plus simple. Ça, c'est de la démagogie. Tu penses que c'est de la démagogie, ça? Parce que tu crois que le droit doit être écrit par les élites, en fait. Non, mais les gens n'ont pas le temps. Enfin, les gens, c'est qui les gens? Il faut avoir le temps. Il faut quand même aussi... Alors, tout à l'heure, j'exprimais de l'empathie pour M. Fillon. Maintenant, je vais en exprimer pour tous ces gens qui prennent leur voiture tous les jours, qui sont dans les embouteillages, qui prennent le train, qui sont obligés de reprendre le métro. Parce que quand on parle des 35 heures en France, ce qu'on oublie, c'est que le temps de travail en France, c'est pas seulement le temps de travail sur place. C'est aussi tous les déplacements à côté. Donc en réalité, les gens travaillent bien plus de 40 heures quand on fait la moyenne. Bien sûr. Parce que le problème, c'est qu'il y a un tel taux de chômage, il y a un tel taux de chômage en France que les gens sont obligés de faire sans borne parfois. Quand je te parle d'écrire ce que je veux dire, c'est que ces gens-là n'ont pas le temps, même s'ils sont très intelligents, ils n'ont pas le temps de réfléchir et puis de faire des textes. Ça passe évidemment par une rénovation du système politique. C'est de faire entrer le citoyen dans le processus à un moment donné, en créant une chambre qui ne soit pas la chambre représentative à laquelle même nous on aspire, mais une autre chambre peut-être tirée au sort avec des gens. Alors après, ça peut pas être forcément que ce soit eux qui soient dépositaires de l'écriture de la loi, mais au moins qu'ils donnent leur aval à chaque fois qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait un vrai retour, une vraie symbiose entre les hommes politiques qui écrivent les lois et les gens qui vont vivre sous cette loi. Parce que là, pour le moment, moi je ne vois des gens qui vivent sous une loi qui n'ont pas écrit et dont ils n'ont même pas de rapport avec les gens qui vont les écrire. Donc on est loin de tout, on se sent complètement isolé de tout, impuissant. Donc deux besoins au niveau institutionnel, deux besoins se manifestent. Un besoin de démocratie, c'est ce que tu évoques, c'est ce que vous évoquez pour beaucoup, et un besoin de légitimité. Et la légitimité, elle est un petit peu la conséquence de cette démocratie. Si le contrat social, si la confiance, elle est rompue, eh bien la légitimité n'est plus là. Donc effectivement, double besoin. Double besoin parce que l'état de droit repose quand même sur cette conviction du peuple que l'autorité qui s'impose à lui, elle intervient dans son intérêt, que ce soit pour le défendre ou pour lui assurer sa liberté. Il y a deux piliers dans la construction institutionnelle. Nous avons la liberté, au sens large, les libertés. Et ça, eh bien, c'est effectivement en dernier recours le Conseil constitutionnel qui est là, normalement, pour cette question. Et puis, il y a l'ordre public. Et l'ordre public, il vient en contradiction de la liberté, puisque l'ordre public, il apporte des limites à cette liberté. Donc, notre espace citoyen se construit sur ces deux piliers. Et ça doit être équilibré. Équilibré en fonction des circonstances, bien évidemment. En ce moment, c'est le règne de l'état d'urgence. Donc, l'ordre public est amplifié, les libertés sont atrophiées. Après, la question de savoir si ça reste nécessaire, si ce n'est pas tout un processus de manœuvre, ça, la question se pose. Mais en termes de construction, on observe très bien cette dynamique.
Et lorsque tout va bien, eh bien, la liberté prend de l'importance et l'ordre public se réduit. Voilà. Et là, on est dans quelle phase en ce moment? Tu considérais que... Je l'ai dit, c'est qu'en ce moment, on a une expansion de l'ordre public, à tel point que même si la peine de mort a été abolie en France, eh bien, nous avons des forces de l'ordre qui, régulièrement, se servent de leurs armes et de manière fatale. Hein. Alors, un sujet très polémique. Moi, sur ce sujet-là, justement, je trouve, on va peut-être pas avoir la même position, mais qu'il y a, de la part des médias, l'inverse. Il y a une espèce de constante où on crache, on tape sur les forces de l'ordre. Ah, mais j'ai pas craché dessus, attention. Quand je dis ça, c'est parce que les forces de l'ordre, lorsqu'il y a des attentats, tout le monde les porte au nu, on les adore, les bougies, les chansons, les flics sont merveilleux, la police nous protège, etc. On entend ça dans la bouche de tout le monde. Et puis, quand il y a ces affaires de bavure, mais pardonne-moi, quand je suis allé gratter un peu chacune de ces affaires, moi, ce que je m'aperçois, c'est que les forces de l'ordre, elles font face, en fait, à des criminels, et qu'il y a un dérapage, entre guillemets, dans l'intervention, et qu'ensuite, elles sont accusées de faire du zèle, et voire d'être violentes. Alors, quand bien même, comme il y a l'affaire à côté de chez toi, à Rouen, où, alors je me rappelle plus, je vais pas dire une bêtise pour pas écorcher le nom de la personne, mais qui était dans la manifestation justement qui est sur les forces de l'ordre qui se déroulait à Paris, où la famille de la victime nous dit « Ah oui, la police aurait pu l'arrêter différemment, il avait qu'un petit couteau ». Je vais me renseigner sur l'affaire, j'apprends qu'en fait, c'était un fou furieux qui arrivait dans un parc, qui a mis 33 coups de couteau à un mec, qui lui a déchiré les oreilles. C'est un maçon aujourd'hui qui est handicapé à vie, qui peut plus travailler, il lui a coupé les tendons, etc. La police a tout fait, en fait, pour essayer de le maîtriser, mais il a blessé un flic et puis ils l'ont tiré dessus. J'apprends que dans une autre affaire, pareil, dans la même manifestation, on nous dit « Oh, mais la police lui a tiré dessus, ils auraient pu l'arrêter, etc. » C'est quand même un mec qui arrive, il était en train de faire un braquage, il a jeté une grenade sur la police, ils ont tiré, enfin c'est quand même... Moi, à un moment donné, si tu veux, je veux rester quand même... Une grenade de quelle nature? Alors justement, paraît-il, c'était une fausse grenade, c'est une grenade factice. Ah oui, mais un policier... Alors, un policier doit évaluer, on lui lance une grenade, si c'est une fausse ou une vraie, quoi. Enfin, c'est quand même... alors qu'il vient interpeller quelqu'un qui est en train de faire un braquage. Et puis, il y a la dernière affaire que j'ai envie d'évoquer, mais alors là, emblématique au possible, c'est l'affaire Théo. On a un jeune homme qui nous raconte, dans les premiers jours, qu'il sort de chez lui, il se fait insulter par la police, soi-disant bamboula, sale noire, etc. Il se fait plaquer au sol sans que personne ne comprenne pourquoi. Il y a le président de la République qui se déplace en personne à son chevet. Là, on était vraiment dans le film. Pour ensuite enchaîner sur une semaine d'émeutes, de violences urbaines, etc. Dans toute la France, en particulier en Ile-de-France, pour qu'ensuite on apprenne que finalement, ah ben non, il avait menti, et puis finalement, c'est pas ce qu'il avait dit, et puis qu'il est impliqué en plus même avec sa famille dans une affaire de détournement de fonds, et puis que... Je trouve ça un peu incroyable, alors qu'il y a eu un déchaînement sur les forces de l'ordre. On a vu le conseil le syndicat de la magistrature qui a appelé à manifester contre la police. C'est du jamais vu. Là, pour moi, on a dépassé toutes les bornes. Parce que la police, qu'on nous dit, elle est là pour nous protéger. Si le syndicat de la magistrature commence à appeler à manifester contre la police, c'est de la politique. Ce n'est plus l'ordre public est gravement atteint. Parce que justement, on a l'impression qu'on veut maintenir un ordre public, mais tout est fait pour descendre les policiers, et justement, qu'il n'y ait plus d'ordre public, parce que les policiers, ils n'osent plus intervenir. Tu sais que dans certains quartiers, ils n'osent plus y aller parce qu'ils ont peur de faire une bavure. Ils ont peur, ils le disent. Ils disent, il suffit qu'il y ait un mec, on va leur lancer des cailloux dessus. D'ailleurs, je le dis au passage, parce qu'on dit, on caillasse la police, ce n'est pas comme ça. Hein. Bon. Et on va où avec ça? Eh ben, avec ça, moi, je me dis qu'il faut quand même essayer de remettre les choses en... Peut-être... rompre justement avec cette doxa et dire bah non, la police, il y a peut-être certainement des abrutis dans la police. Moi, je dis juste une chose. Hein. Mais leur taper tout le temps dessus, c'est pas la solution. Parce que je n'ai pas embrayé sur le sujet général de la police. J'ai ouvert une perspective sur l'ordre public dans le cadre de l'état d'urgence et j'observe que dans ce contexte, dans cette dynamique, eh bien, j'observe des dérives, mais des dérives très graves. Parce que moi, je suis désolé. Ça m'a quand même beaucoup choqué. Alors ça, c'est mis à jour le 21 mai 2017.
agriculteur abattu en Saône-et-Loire, les gendarmes en garde à vue. 2 gendarmes qui ont tiré mortellement sur un agriculteur alors que ce dernier fonçait sur eux en voiture, samedi en Saône-et-Loire, ont été placés en garde à vue. Bon. Non mais attends. Alors, Pardon, excuse-moi, mais rien que tu entends les 3 premières phrases, tu me dis un mec qui fonce sur des gendarmes, non. il se prend une balle. Non. Mais enfin, moi je sais pas, ça te paraît pas normal? ah bah bon, bah voilà. Ah bah, pour moi, regarde, si demain je prends ma voiture et je vais foncer sur des gendarmes, c'est que franchement, je suis en mode kamikaze. Je sais qu'il faut être logique, il faut être cohérent. Je vais foncer sur des gendarmes. C'est comme les histoires. Alors, le je mec, termine. il leur court après, L'homme il fonce en tué était un éleveur de bovins de 37 ans en fuite depuis plus d'une semaine après un contrôle sanitaire conflictuel. Bon, alors, en gros, non, parce que quand même, excuse-moi. On a un agriculteur qui avait des difficultés, parce que s'il a eu un contrôle sanitaire, c'est qu'il avait des difficultés avec l'administration. D'accord? Il avait tué personne. Mais, il avait tué personne. Ouais. Bon. C'était pas un braqueur. Et les flics, ça, ils doivent le deviner quand le mec est en train de leur foncer c'est pas ça, dessus. c'est pas ça. Il y a aussi, dans ce genre de contrôle, des dérives qu'il faut qualifier de harcèlement. C'est-à-dire des dérives qui consistent à multiplier les contrôles et à harceler une personne plus qu'une autre. On l'observe très bien dans le milieu des avocats. Ça existe. Donc, on peut avoir un agriculteur qui n'est pas avocat, parce que nous, avocats, notre métier, c'est le conflit. On est préparé à ça. Non, mais là, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas forcément préparé à ça. Il est peut-être, j'évoque l'hypothèse, il est peut-être harcelé. Ce monsieur est peut-être en difficulté économique. Donc, il est meurtri, psychologiquement, peut-être. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, dans un chemin, parce que ce qui n'est pas dit clairement dans ses premières phrases, c'est que ça se passe dans un chemin de campagne, où ce monsieur, effectivement, évoluait avec sa voiture. Ce monsieur voit qu'il y a des gendarmes, on nous dit qu'il leur a foncé dessus. Mais est-ce que les gendarmes avaient une caméra pour établir que ce monsieur leur a foncé dessus? Et de quelle manière? Moi, personnellement, je suis gendarme. Je ne sais pas qui est dans la voiture. Bah oui. Je vois une voiture me foncer dessus dans un chemin. Excuse-moi, personnellement, je vais plutôt choisir l'option de me jeter dans le champ, c'est très facile, et de laisser la voiture circuler, puisque dans un chemin, de toute façon, moi-même, je circule dans des chemins, et quand je roule à la plus vive allure possible dans un chemin, j'atteins 80 km/h. C'est le maximum. Donc c'était très facile de laisser passer la voiture et de la rattraper, ou bien d'appeler d'autres agents. Et on part dans une course-poursuite, et puis le mec, il va se planter en accident, et tu vas me dire pareil, oui, mais regarde, il était machin, il s'est planté en voiture, parce que c'est ce qui arrive avec les mecs en mobilette, dans les banlieues, ils vont faire des trucs sans casque, on ne peut pas, et après, sous prétexte, non, parce que je vois très bien la manœuvre ici, sous prétexte, non, sous prétexte que maintenant, n'importe quoi, non mais, voilà, je peux même t'assassiner avec ça, hein. Je peux t'étrangler, on est d'accord. Donc, à ce moment-là, on va me voir avec un micro ou une souris et on va me tirer dessus parce qu'on va dire on a cru qu'il voulait tuer quelqu'un. Oh, non mais attends. Non, parce que c'est ça. On a cru qu'il voulait tuer les gendarmes avec sa voiture. Bah, excuse-moi, moi je suis un policier, je vois une voiture qui me fonce dessus. J'estime que je suis en légitime défense et le mec il essaie de me tuer. Pour moi, la légitime défense, c'est pas ça. Moi, je tiens pas. Alors, moi, il faut qu'il se laisse foncer dessus alors. Je n'accepte pas que dans un chemin de campagne, on ait tué un homme qu'on savait en difficulté. Je ne l'accepte pas. Et je n'accepte pas que dans un chemin de campagne, on tire sur un homme qui n'a pas fait usage d'une arme à feu avec une arme à feu. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait son métier comme des professionnels. On prend une herse. Voilà ce qu'on fait. Arrête, les gendarmes, ça arrive tout le temps. Moi, je te prends l'exemple, dans ce cas, il n'y a même pas 2 mois, il y a un mec, c'est pareil, c'était je sais plus, en Ardèche ou en Aveyron, et pareil, il a vu les gendarmes, il voulait pas se faire contrôler, il a foncé dans la voiture, il a écrasé le gendarme contre l'autre voiture, et le gendarme, il est mort. Bon, bah voilà. Mais je veux dire, crois qu'ils vont prendre ce risque avec les gendarmes, ils le savent, tout ça. Le métier de gendarme et de policier est un métier extrêmement dangereux. Peut-être qu'il n'est pas assez rémunéré d'ailleurs. Bon. Ouais, mais c'est pas pour que les mecs ils finissent handicapés ou qu'ils vont se faire défoncer par une voiture. Et je voudrais dire ici que dans la police, il y a beaucoup de problèmes dont je suis conscient. Hein, je ne suis pas contre la police. J'avais d'ailleurs
Tu commences à te faire traiter de gauchiste sur le chat. Mais c'est pas un problème. Non, je dis rien. Je suis un homme de gauche. Il n'y a rien à cacher là-dessus. Non, mais gauchiste, c'est méchant. Je ne jamais caché. Homme de gauche, c'est noble. Bon. Non, mais c'est pas noble. De toute façon, je ne cherche pas la noblesse ici. J'ai toujours été à gauche. Et ça ne m'a pas empêché de voter François Fillon parce que j'estimais que là, il fallait soutenir cet homme, c'est tout. C'est que j'essaie d'être cohérent et des fois, la cohérence passe par certains paradoxes. Hein. Mais je défends parfois la police, mais je suis désolé. Moi, ça m'a tordu le ventre d'entendre que cet agriculteur avait été tué dans un chemin de campagne. Voilà, c'est tout. Bah oui, mais bon, moi, je trouve que tu fais fi un peu des circonstances. Comme c'est un chemin de campagne, ça ne veut pas dire que c'était dangereux, ça ne veut pas dire qu'on n'en sait rien si les gendarmes ont... Non, mais attends. Pourquoi on prendrait systématiquement parti je vais aller plus loin. Contre la police? Je vais aller plus loin. Alors, j'avais pas forcément envie de parler de ça, mais je vais en parler. Ouais. Fin 2015, on a envoyé un peu plus de 20 agents de la BRI avec des fusils d'assaut dans la propriété de ma famille. Hein. Oui, mais tu l'avais pas avec du 9 mm. Hein. Oui. C'était des balles de 5,56. Hein. Non, mais bien sûr. On est d'accord? C'était pour faire quoi? Eh ben, je vais vous le dire. C'était pour dire, Maître Paris, il est venu à sa fenêtre et puis il avait quelque chose dans la main. On l'a neutralisé. Certes, mais Dieu merci, c'est rien passé. Je vous le dis, j'ai fait l'objet d'une manœuvre pour essayer de maquiller mon assassinat. On voulait me faire passer pour fou. D'ailleurs, Madame Marie Santiard, il va falloir qu'elle vienne parler ici en public. Madame Marie Santiard a raconté des saloperies pour moi, mais il va falloir qu'elle s'explique. Non, mais pardon, Wilfried, regarde, dans cette affaire même que tu expliques, ça ne peut pas être les policiers eux-mêmes qui se sont missionnés pour venir chez toi. Ils sont venus de plus haut par un ordre qui a été donné. Mais c'est même pas un ordre, c'est une instrumentalisation. D'accord, mais certes, mais en tout cas, tu ne peux pas blâmer les policiers en soi, puisque eux, ils n'ont fait qu'une mission. Et non. Mais ce que je crois qu'on les a mis au courant de toute Est-ce que c'est normal d'envoyer des gendarmes par rapport à un homme comme ça qu'on sait en détresse? Est-ce que ça a été fait d'ailleurs? Ça, je ne sais pas. Mais je voudrais qu'on me donne des explications. C'est tout. De toute façon, j'ai contacté les syndicats agricoles qui s'occupent de cette affaire et tout le monde était complètement désarçonné. C'est choquant une affaire comme celle-là. Il y a eu l'affaire du Chinois aussi. Hein. Mais c'est pareil, on n'en sait rien cette affaire. Non, mais attendez, mais vous trouvez pas que ça fait beaucoup là? On sait rien ce qui s'est passé. Attends, cette affaire, pardonne-moi. Jean-Pierre Ferrara aussi. Attends, l'affaire du Chinois, on en revient 2 secondes parce que l'affaire du Chinois, elle est quand même bizarre. Il y a le mec qui nous explique, la police, ils ont reçu des plaintes de commandeurs dans un appartement. J'ose pas imaginer que la police, comment ça se fait qu'ils se pointent dans cet appartement-là alors qu'il y a la famille. On nous dit que le père, alors j'adore parce qu'ils disent « Ah non mais il a ouvert la porte, il avait un couteau à la main, il était en train de préparer du poisson ». Quand bien même la police nous explique qu'il frappe à la porte. En plus la police qui frappe à la porte, excuse-moi, lui dit « Oui mais on savait pas que c'était la police ». La police il s'annonce, à moins qu'il fasse une intervention en mode bouclier et qu'ils viennent te surprendre, à ce moment-là tu sauras rien. S'ils viennent chez toi, ils frappent à la porte. Police, et puis frappe fort, donc t'as le temps de l'entendre. Mais ce que je veux dire, c'est que leur histoire me paraît quand même, excuse-moi, je veux pas remettre tout en cause, mais ça me paraît quand même un peu bizarre. Ils disent, le mec était avec un couteau, la famille l'admet, ils nous disent, il préparait sa cuisine, on frappe à la porte, il ouvre avec un couteau, sachant que c'est la police. Et la police dit qu'il se jette sur eux. Non, mais... Je vais en terminer sur cette histoire, parce que de toute façon, ce sont des affaires qui sont en cours, il y a des enquêtes qui sont ouvertes, tout à fait. Et c'est pour ça que je préfère garder une réserve comme ça. Non, mais je vais dire juste une chose, parce qu'à un moment donné, il faut marquer les esprits. Allons-y. Alors moi, j'invite tout le monde à faire une chose. Dis. Vous allez chercher des scènes de barrage de police dans des films. Et vous allez m'en trouver un où on abat quelqu'un comme ça, simplement parce qu'il cherche à passer le barrage. Vous allez me trouver un film où on abat une personne de cette façon-là. Eh bien, je crois que là, j'ai fait l'observation qui parle d'elle-même. Voilà, c'est tout. Trouvez-moi un seul film. Donc, il faut les laisser foncer dans les barrages. Je dis que la culture... On les laisse tranquilles. Je dis que la culture est en train de changer dangereusement. C'est comme les mecs en banlieue. Ils balancent des pavés sur la police. Parce que, parle-en avec les policiers, ils vont te dire, ça les fait rigoler quand on parle de caillassage, parce qu'on a l'impression que c'est comme à l'école, dans la cour d'école, comme les mômes, on prend des cailloux, on jette dessus. Les mecs, c'est des pavés comme ça qui tombent du 4e étage. Si tu te le prends sur la tête, t'es plus sur terre. Et ça... Mais comment on en est arrivé là? Ah, mais ça, c'est une autre question. Parce que je vais juste dire une chose. Alors, vas-y, juste avant la pause. Alors, voilà, intéressant. Je vais juste dire une chose, c'est que je pense pas qu'on aurait tiré sur une voiture qui fonce sur la police comme ça,
dans un quartier où justement la police n'ose pas aller. Voilà, la différence, elle est là. Ah bon, tu crois ça? Je me pose la question. Tu crois ça? Mais Est-ce qu'ils auraient tiré de la même façon, spontanément, comme ça? Mais crois-moi que ça arrive aussi dans ces quartiers-là. La preuve, regarde, quand ils arrêtent quelqu'un simplement même le mec n'est pas mort, ça finit avec des émeutes, ils te brûlent tout, ils cassent tout. Quand même, quand on est professionnel... Ils brûlent tout, ils cassent tout dès que tu arrêtes quelqu'un. On peut viser les roues quand même. Mais je l'ai vécu ici, chez moi, je te parle d'authentique. Il y a un contrôle de police au coin de la rue, ça finit en émeute, les voitures brûlent, parce qu'ils ont osé contrôler un mec sans casque. Un mec qui roulait sans casque. C'est fini en émeute. Alors, je vais inverser. En ce qui concerne l'agriculteur, il n'y a pas eu d'émeute. Et pourtant, il est mort. Ah, ça, c'est vrai. Alors, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et voilà. il n'y en aura pas. Et ça aussi, on pourra se poser la question de cette partie, justement, pourquoi. Et c'est très intéressant. On va faire la pause, vite fait, la petite pause. Comme ça, on va faire une mini-pause quand même, pour que vous puissiez aller boire du thé, et vous rafraîchir, et vous soulager. Ou un bon verre de vin. Ou un bon verre de vin. Non, on n'a pas le droit de faire un pub d'alcool, on va dire. On revient juste après. En tout cas, c'est sur Méta TV. À vous, la régie.